sous réserve de sa recevabilité. Je suis prête maintenant à entendre Madame la députée de Laporte. Je vous rappelle que vous avez 7 minutes 30 secondes. Je décide que c'est Madame Laporte qui prend la parole et c'est Madame Laporte qui la prend. Monsieur le leader adjoint, oui. Nous avons convenu qu'il y avait de l'alternance entre une opposition et un gouvernement. Nous serions rendus à un gouvernement. Ça pourra être Madame la députée de Laporte pour la suite. Bien, vous êtes entendus entre vous et moi, je n'étais pas au courant. J'ai donné la parole à Mme Laporte et je la laisse à Mme Laporte pour 7 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, le 18 mars dernier, le gouvernement a déposé son dernier budget avant la fin du présent mandat. Le dépôt d'un budget de l'ampleur de celui du Québec fait toujours beaucoup de bruit dans la sphère publique, sans pour autant rejoindre concrètement les citoyennes et les citoyens. Je tiens donc à profiter de ce temps de parole pour rendre ces chiffres bien réels, principalement pour la population de la Montérégie. Car ce budget repose sur des choix qui laissent de côté des réalités vécues sur le terrain. Il entretient le présent, ne prépare pas l'avenir. Tout d'abord, on ne peut passer sous silence un déficit de 8,6 milliards de dollars. Même moins élevé que prévu, ça demeure énorme. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est l'absence d'un plan avec peu de mesures détaillées à court terme. Pendant ce temps, les services aux citoyens ne sont toujours pas à la hauteur des attentes. Les Québécois peinent toujours à faire face à la hausse du coût de la vie et les effets se font ressentir partout. À Montérégie, comme ailleurs au Québec, les organismes communautaires sont en première ligne pour accueillir celles et ceux qui n'y arrivent pas. Nos banques alimentaires n'ont jamais été aussi fréquentées, et pas seulement par des personnes démunies, mais aussi par des travailleurs pour qui le salaire ne suffit plus à répondre à leurs besoins de base. Il y a quelques semaines, j'ai pris la parole en cette Chambre pour défendre nos organismes communautaires à bout de ressources. J'ai également tenu un point de presse avec des représentants de ma circonscription qui ont témoigné de la réalité sur le terrain. Les organismes communautaires sont maintenant sur toutes les tribunes pour demander plus de soutien. Ils sont notre filet social. Grâce à eux, le Québec peut offrir des services de première ligne aux plus vulnérables. Et que propose le gouvernement? Le plan budgétaire annoncé prévoit 157 millions de dollars sur 5 ans, soit à peine environ 30 millions par année pour tout le Québec, afin de les soutenir. Un montant qui semble important, mais qui, une fois réparti sur plusieurs années, ne fait pas de réelle différence. Pendant ce temps, les besoins sont évalués à 1,7 milliard de dollars selon la table des regroupements provinciaux et à 2,6 milliards de dollars selon le Réseau québécois de l'action communautaire. Faisons le calcul, même avec les investissements annoncés la semaine dernière, un écart réel persiste entre le gouvernement et ce que réclament les gens sur le terrain. En 2026, seulement 20 millions de dollars seront ajoutés au programme de soutien aux organismes communautaires, communément appelé le PESOC. Un montant qui est loin de pouvoir faire la différence dans la bonification de l'offre de services des organismes et encore moins dans le traitement que ces derniers peuvent offrir à leurs employés. On leur demande de faire plus avec moins. Et ça, ce n'est plus tenable. J'aurais souhaité que le gouvernement reconnaisse que de soutenir le communautaire n'est pas une dépense pour lui, mais plutôt un investissement pour notre société. Cette première ligne répond à de nombreux besoins et permet d'accompagner plusieurs personnes qui se retrouveraient dans le système. Une autre déception à l'égard du budget est l'absence d'investissements concrets et d'échéanciers pour le transport structurant en Montérégie. Les problèmes de mobilité sur la rive-sud de Montréal sont un enjeu depuis plusieurs années. Le parachèvement de l'autoroute 30 en 2012 devait être la solution au problème. Or, le développement industriel dans plusieurs villes, dont Boucherville, Varennes, Contrecœur, et l'augmentation du flux de camions ont vite mis en lumière que l'autoroute 30 ne suffisait plus à la demande. Ça fait pourtant 15 ans que les élus municipaux de la Montérégie réclament l'élargissement de l'autoroute 30, qui est une voie de contournement de l'île de Montréal. Ça devait être aussi une priorité pour le premier ministre
qui s'était engagé à réaliser ce projet au cours de son premier mandat. Pourtant, aujourd'hui, on est au même point. Des bouchons de circulation monstres et un ralentissement économique causé par le manque de fluidité sur ce corridor commercial stratégique entre les États-Unis et l'Ontario. Avec l'implantation du port de Montréal à Contrecœur, un projet priorisé par le gouvernement fédéral, on n'a pas besoin de lire dans l'avenir pour réaliser qu'on va frapper un mur. Le gouvernement aurait dû prévoir dès cette année des investissements afin d'adapter nos infrastructures routières. Le projet d'élargissement de l'autoroute 30 est resté dans la colonne en planification dans le PQI. En d'autres mots, sans financement inscrit pour réalisation. L'on sait que des projets inscrits au PQI peuvent se retrouver sur la voie d'accotement. Alors que 88 des investissements servent à maintenir des infrastructures routières existantes, il est légitime de se demander où ira le 12 restant. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans le budget. L'une de ces mesures intéressantes est la conversion de 5 000 places de garde non subventionnées additionnelles en places subventionnées. Je suis certaine que plusieurs familles ont soufflé un soupir de soulagement lorsqu'ils ont entendu cette mesure. Or, ils se sont certainement aussi croisés les doigts en espérant que, par chance, l'une de ces places tomberait sur eux. Pas plus tard qu'hier, j'ai déposé une pétition électronique de 5 887 signatures. Mais au total, plus de 32 000 citoyens se sont mobilisés pour demander une simple chose, l'équité pour toutes les familles. Madame la Présidente, c'est 26 400 signatures supplémentaires en format papier qui seront remises à la ministre de la Famille. Toutes ces familles réclament que le gouvernement instaure un tarif unique, peu importe le milieu de garde fréquenté par leurs enfants. Les familles dont les enfants fréquentent une garderie non subventionnée n'en peuvent plus. Ils ont du mal à joindre les deux bouts dans un contexte de la hausse du coût de la vie. Je reçois régulièrement des appels de parents n'arrivant pas à trouver une place subventionnée pour leur enfant, ce qui oblige plusieurs d'entre eux à faire des choix, de réduire leurs heures de travail ou de demeurer à la maison. En 2026, au Québec, l'accès à une place en garderie ne devrait pas dépendre de la chance. Aucun parent ne devrait être contraint de rester à la maison, faute d'un service de garde éducatif, sécuritaire et abordable. Cette réalité a des répercussions directes sur l'économie du Québec, mais aussi sur le budget des familles. Souvenons-nous que le gouvernement avait promis de convertir l'ensemble des places en garderie et d'être à l'écoute des familles. Or, on est encore loin du compte, car 30 000 places sont en attente d'une conversion. Il reste beaucoup de travail à faire pour offrir de l'équité aux familles québécoises. Des exemples illustrent bien que ce budget rate la cible. La Montérégie s'attendait à être considérée dans cette exercice. C'est tout le temps que vous aviez. Je suis maintenant prête